La raison numéro 5, c'est qu'il faut maîtriser les flux migratoires afin de ne déstabiliser ni la société française, ni les sociétés des pays d'émigration. C'est un sujet empoisonné. Je rappelle que le mouvement politique que j'ai créé n'est ni de droite, ni de gauche, il rassemble des gens de tous les horizons. Et c'est un sujet sur lequel je parle toujours avec beaucoup de prudence, parce que je sais trop qu'il y a derrière des drames humains considérables. Donc ce que nous disons, c'est que plutôt que les Français se disputent, et on les fait se disputer sur ce sujet de façon vicieuse, parce que c'est un sujet empoisonné, avec évidemment derrière tout ce que l'on peut imaginer en termes de fantasmes, en termes de submersion, de péril jaune, de péril ci, de péril ça, d'islamisation. Donc ça, c'est un sujet rêvé pour que les Français se disputent. C'est comme le mariage pour tous, sans jamais parler des vrais sujets qui sont derrière. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise dans son article 67 que l'Union européenne assure l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures. Il faut quand même lire cet article. Il faut quand même lire cet article à tête reposée, parce que moi, j'avais jamais vu ça. En général, on assure des contrôles. Mais assurer l'absence de contrôle, ça veut dire qu'on a l'impression que l'Union européenne met aux frontières des espèces de gabelous qui sont là pour bien vérifier que s'il y a des gens qui passent, personne ne les emmerde. Voilà, c'est exactement interdit d'interdire, en effet. C'est le même schéma que l'interdit. Toute restriction aux échanges de capitaux est interdite, n'est-ce pas? On assure l'absence d'interdiction des contrôles de capitaux. Bon. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne délibérément veut démanteler les pouvoirs des pays d'Europe en matière tout simplement de gestion de l'entrée sur leur territoire. Mais ça n'existe nulle part ailleurs au monde, hein. Tous les États du monde gèrent l'entrée sur leur territoire. À commencer d'ailleurs par les États-Unis d'Amérique, que l'on nous présente constamment comme étant le paradigme, le modèle du XXIe siècle. Je trouve toujours extraordinaire les gens qui me disent « Ah, mais comment vous voulez réintroduire les frontières? Mais vous n'y pensez pas, mais vous êtes dément !» Et les mêmes qui me disent 15 secondes après, les États-Unis, il faut faire comme les États-Unis, il faut faire les États-Unis d'Amérique comme les États-Unis. Mais quel est le pays au monde le plus nationaliste, le plus fermé sur le monde, qui a, du fait notamment de Patriot Act, a imposé des passeports biométriques, on vous met quasiment dans la tenue d'Adam ou d'Ève quand il faut monter à bord d'un avion, on vous vérifie ce que vous avez dans les souliers ou si vous n'avez pas du TNT dans vos baleines de soutien-gorge, ce sont les États-Unis d'Amérique. Bien. Alors, on nous dit que l'Union européenne doit développer une politique commune en matière d'asile, d'immigration, de contrôle des frontières extérieures. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que personne ne le dit aux Français. Et en particulier, d'ailleurs, pas Madame Le Pen. Les Français, on les fait se battre avec ceux qui vont faire avoir une politique sur l'immigration ci, sur l'immigration ça, et ci, ça, mais personne n'en a plus le pouvoir, puisque c'est l'Union européenne. Donc ce que nous disons, et nous sommes tout à fait cohérents avec notre charte, c'est que nous disons que vous soyez pour une politique sévère vis-à-vis de l'immigration. Il y en a chez nous. Que vous soyez pour une politique de très large accueil de l'immigration. Nous en avons aussi chez nous. Donc ils considèrent par exemple que l'immigration, sur long terme, permet à la France, ce qui n'est d'ailleurs pas faux, d'avoir une démographie qui est assez dynamique. Et ça veut dire par exemple que d'ici 2050-2060, la France sera peut-être plus peuplée que l'Allemagne. Ce qui n'est pas rien en termes de puissance et de survie d'une collectivité nationale. Bon. Et puis il y en a qui sont, non, il faut avoir une politique entre les deux. Nous ne prenons pas parti. Nous accueillons tout le monde et tous les gens se viennent chez nous parce qu'ils ont compris que nous leur donnons la vérité. On leur dit ça ne sert à rien de se bouffer le nez puisque de toute façon c'est pas nous qui décidons. Donc on se rassemble pour reprendre le pouvoir et puis une fois qu'on aura repris le pouvoir, ça sera aux Français de décider. C'est d'ailleurs ce que j'ai proposé dans mon programme, qui est notre programme donc depuis le 3 décembre 2011, c'est-à-dire de la même façon que nous voulons un grand débat où on met tout sur la table sur les questions d'endettement public.
et de voir si le concept de dette odieuse ne peut pas s'appliquer à tout ou partie de l'endettement dont nous souffrons, et d'avoir un schéma éventuel à l'islandaise ou à l'Argentine, voir comment sortir de cette affaire dont tous les experts savent que jamais on ne pourra rembourser, pas seulement la France, mais d'ailleurs l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, tout le monde sait qu'on ne pourra pas rembourser ces dettes-là. Donc remettre à plat le système depuis le début. Nous proposons qu'il y ait la même chose en matière d'immigration, c'est-à-dire qu'il y ait des grands débats nationaux où on mette les Français devant leurs responsabilités, en se gardant de tout populisme au passage, c'est-à-dire en soulignant effectivement que l'immigration pose des problèmes, c'est tout à fait exact, en soulignant aussi que si les gens viennent en France, ce n'est pas en général pour le plaisir, c'est aussi tout simplement pour survivre, parce que quand vous vivez dans la zone du Sahel, eh bien, les gens meurent de faim. Parce que nous sommes dans un schéma, par ailleurs, qui est un schéma de grand déséquilibre, n'est-ce pas, de la répartition des richesses dans le monde, et que lorsque les gens crèvent de faim, ils crèvent de faim, ils feront tout pour essayer de ne pas crever de faim et pour faire nourrir leur famille. Alors, nous insistons aussi sur le fait que l'article 79 du TFUE prévoit justement que c'est l'Union européenne qui fixe les orientations en matière de regroupement familial, qui régissent la liberté de circulation et de séjour, qui règlent les problèmes d'immigration clandestine, tout ce dont personne ne vous parle. On l'a d'ailleurs vu lorsque, par exemple, M. Sarkozy avait voulu faire un coup politique en faisant, reconduire à la frontière des Roms en grand nombre. C'était Madame Viviane Reding, commissaire européen, qui avait menacé de traîner la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect, parce que ça n'est pas à la France que ça découle. Tout ça, ça découle du traité d'Amsterdam de 1997. Voilà. Donc, en réalité, désormais, ce n'est plus la France qui décide de qui entre sur son territoire. Ce sont les visas des États Schengen. Donc, ce sont les gens qui entrent sur les territoires français. Quand ils viennent de tout le reste du monde, effectivement, c'est nous qui les contrôlons aux frontières, parce que ce qui est le plus singulier de toute cette affaire, c'est que la France, le cas général, c'est encore que nous contrôlons aux frontières. D'ailleurs, quand vous partez, si ça vous est déjà arrivé d'aller à Djerba, en Tunisie, ou d'aller à Tokyo, ou aller à New York, ou à Londres, ou à Dublin, qui ne sont pas dans l'espace Schengen, ou d'aller à Moscou, à Rio, Mexico, Thaï, Bangkok, etc., vous passez les frontières, vous subissez des contrôles aux aéroports français. Les Français trouvent ça tout à fait normal, d'ailleurs. Et pareil quand ils arrivent à l'étranger. Mais à part ça, beaucoup d'étrangers qui arrivent, par exemple, au Portugal, en Espagne, en Italie, dans l'espace Schengen, ensuite entre eux, totalement sans contrôle. Alors, cette affaire d'immigration, c'est vraiment, le réceptacle de tous les populismes et de tous des propos les plus ahurissants qui soient. Je rappelle cette déclaration qui y a 10 ans, mais qui n'a pas perdu une ride, et qui était M. Nicolas Sarkozy, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, dans le journal Le Monde, avait publié un point de vue qui était sur le thème « Pourquoi des sans-papiers ?» Et voilà ce que disait M. Sarkozy. « Pourquoi des sans-papiers ? Voici 20 ans que la situation ne fait qu'empirer. 20 ans que la situation ne fait qu'empirer. L'augmentation massive du nombre des visas délivrés par les pays de l'Union européenne depuis plusieurs années est à l'origine de l'accroissement de l'immigration illégale dans notre pays. » Ministre de l'Intérieur, qui dit que c'est de la faute des pays de l'Union européenne qui délivrent des visas Schengen. Pas moi qui le dis, c'est Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, 18 janvier 2003. Bon. Les visas Schengen de court séjour font l'objet de plus en plus fréquemment d'un véritable détournement de procédure. Très bien. Il convient, et le temps presse, c'était il y a 10 ans, de définir au niveau européen une politique de l'immigration au mieux commune, mais au minimum qui ne serait plus contradictoire. Parce qu'effectivement, les politiques sont complètement contradictoires entre les différents États. C'est le schéma du blocage continuel. En la matière, les chantiers sont innombrables, et M. Sarkozy termine sa prose en disant, contrairement à ce que je lis trop souvent, l'Europe est un atout dans la lutte contre l'immigration illégale et en aucun cas un handicap. Alors, excusez-moi, mais c'est pratiquement un cas pathologique, c'est un cas psychiatrique. Il faut quand même que vous relisiez ce texte. C'est un article qui s'appelle « Pourquoi des sans-papiers » dans Le Monde du 18 janvier 2003, où M. Sarkozy commence par dire que l'augmentation massive du nombre des visas délivrés par les pays de l'Union européenne est à l'origine de l'accroissement de l'immigration illégale.
Donc c'est l'Europe qui est à l'origine des problèmes, puisqu'avant, justement, il n'y avait pas ça. Et il termine en disant, contrairement à ce que je lis trop souvent, c'est-à-dire qu'il avait dû se lire, sans doute, le premier paragraphe, l'Europe est un atout dans la lutte contre l'immigration illégale et en aucun cas un handicap. Bon, écoutez, c'est vraiment se payer la tête du monde. On prend vraiment les gens pour des imbéciles. Voilà, on prend les gens pour des imbéciles. Je voudrais insister sur un aspect que je trouve également assez sordide dans ces questions d'immigration, c'est que les États-Unis, la Commission européenne veut singer les États-Unis, y compris dans leur côté de rapine sur le bien le plus précieux que possèdent les pays du monde, c'est-à-dire les gens qui sont chez eux. C'est-à-dire que, comme vous le savez, les États-Unis, comme une espèce d'économie négrière, a décidé d'octroyer des green cards a fait de la sélection pour drainer des cerveaux. Eh bien, c'est ce que les Européens viennent de faire en créant la Blue Card. C'est écrit en européen, comme vous le voyez, c'est-à-dire en américain. The European Union welcomes highly educated professionals. Donc, là veut dire l'Union européenne accueille des professionnels hautement éduqués. C'est incorporé de cette green card. L'Union européenne organise désormais le pillage des pays du Sud de leurs highly educated professionals. On a quand même quelque chose d'un cynisme inouï. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est tapé, que tout simplement des gens ont fait des calculs, que ça coûte. Je crois que quelqu'un qui est licencié en droit ou licencié en maths, ça coûte à peu près 250 000 € à fabriquer. Parce qu'il faut avoir une maman qui est enceinte. Donc, bon, il y a la sécurité sociale. Ensuite, elle va être prise en charge donc, par la sécurité sociale pendant l'accouchement et puis après les premières années, les premiers mois. Et puis ensuite, il va y avoir le bébé qu'il va falloir nourrir, loger, blanchir. Il va falloir des crèches. Il va falloir après ça une école maternelle, puis une école comment dirais-je, primaire, puis ensuite le collège, et puis ensuite il va falloir le lycée, et puis passer le bac, et puis ensuite éventuellement aller à la fac. Bon. Et puis pendant ce temps-là, ça va durer 20 ans, 22 ans à le nourrir, le loger, le blanchir. Bon. Et donc, selon certains calculs que j'ai passés, on estimait ça à 200, 250 000 €. Ben, pourquoi se gêner quand ça peut être gratuit? On va en chercher au Sénégal. C'est ça, hein. C'est ça la politique d'immigration qui est voulue maintenant. C'est aller piller les pays du Sud, ce qui fait leur seule vraie richesse. Parce que si dans ces pays du Sud, vous leur prenez tous les highly educated professionals à qui s'adresse cette carte, eh bien, tout simplement, vous les empêchez de se développer. Voilà le résultat de la situation. C'est pour ça que, sur ces sujets, il y a besoin, à mon avis, d'une très grande explication et d'un grand partenariat avec les pays du Sud. On n'a pas à aller piller les pays du Sud. Voilà. C'est une honte. Donc, il faut que la France, si nous voulons maîtriser les flux migratoires, afin de ne pas déstabiliser la société française, parce que par ailleurs, dans des sociétés où il y a des taux de chômage records, comme c'est le cas en France, il est évident, eh bien, qu'il y a assez facilement le bouc émissaire qui est tout trouvé, qui est les immigrés qui viennent prendre les emplois. Donc, ce n'est pas nécessaire non plus d'agiter la population sur ces questions. C'est un fait objectif. Donc, si on ne veut pas déstabiliser la société française d'une part, la société des pays d'immigration d'autre part, eh bien, il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 67, 77, 79 du TFUE. Si l'on veut réguler l'immigration, à ce propos, je signale que le mouvement que j'anime est un mouvement qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche. Nous avons donc parmi nos adhérents des gens qui sont en faveur d'une politique très ferme sur l'immigration, d'autres qui sont en faveur d'une politique souple, d'autres qui sont en faveur de politique immigrationniste. Et c'est normal que tout le monde se retrouve chez nous, puisque tout le monde considère que la priorité des priorités, si l'on veut traiter de cette question, c'est d'arrêter d'envenimer le débat, comme certains prennent un malin plaisir à le faire, puisque ça ne sert à rien, puisque c'est de toute façon pas la France qui décide des questions migratoires depuis le traité d'Amsterdam, où ces pouvoirs ont été transférés à l'Union européenne, notamment les articles 67, 77 et 79 du TFUE, qui réglementent l'espace Schengen, les visas Schengen, les politiques d'asile, les politiques de renvoi à la frontière. Tout ça est décidé par Bruxelles,
personne n'en parle en France. On fait mousser des débats en France alors que les grandes décisions stratégiques sont décidées ailleurs. Si nous voulons protéger la paix du monde, puisqu'on nous a bassinés pendant des décennies sur le fait que l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la guerre. L'Europe apparaît de plus en plus comme une construction qui nous place sous la vassalisation des États-Unis d'Amérique. L'Union européenne étant la face politique d'une médaille, dont le revers, la face militaire, s'appelle l'OTAN. Et nous sommes actuellement, quelqu'un dans la salle pourra peut-être m'expliquer pourquoi nous avons 4000 soldats en Afghanistan. Donc nous devons sortir d'énoncer l'article 42 du TU, le TU ça porte bien son nom d'ailleurs, le traité sur l'Union européenne qui subordonne en fait l'ensemble des pays de la zone Union européenne à l'OTAN. Et puis enfin, si nous voulons préserver la vision française et francophone du monde, notamment ne pas nous couper de ce qui faisait le rayonnement mondial de la langue française, la francophonie, ce qui fait que la France est appréciée dans le monde entier par les latino-américains, les africains, les russes, le monde orthodoxe, les chinois, les japonais. Il se trouve que j'ai vécu au Japon, j'ai passé un an et demi de ma vie au Japon, que je suis allé dans plus de 90 pays du monde, que j'ai des amis un peu d'un certain nombre de ces pays, et que de Saint-Pétersbourg à Buenos Aires, au Mexico à Pékin, les gens que je connais me disent « Qu'est-ce qu'est devenue la France ? Qu'est-ce que vous êtes devenue, la France de De Gaulle ? Celle que nous aimions, que les latinos aimaient, hein, qu'on aimait également en Tunisie, en Égypte, à Moscou, qu'on aimait en Australie, qu'on aimait au Japon, qu'on aimait à Pékin. De Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine en 1964. Vous êtes devenus les larbins des Américains, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc c'est pour ça que nous devons sortir de l'Union européenne.